Les États-Unis vus par les philosophes, suite et fin. Le Nouveau Monde, comme idée mais aussi comme pays, est une source d'inspiration intarissable qui nous accompagne depuis lundi, avec Tocqueville et sa découverte de la démocratie américaine, puis Emerson et Stanley Cavell et l'appel à l'indépendance intellectuelle des États-Unis. La French Theory, le succès faramineux de la pensée de Derrida, ça c'était hier dans les universités américaines. Et aujourd'hui, élection oblige, nous allons prendre au sérieux la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais oui, pour interroger l'héritage intellectuel qu'est le sien, car il y en a un, et c'est passionnant. Bonjour à vous, Romain Huret. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, ainsi que directeur du Centre d'études nord-américain. Et c'est vous qui allez nous aider à mieux comprendre, et pourquoi pas, apprendre à aimer, le candidat Donald Trump. Je fais campagne pour pouvoir écouter votre voix, pour pouvoir écouter les cris de détresse si nombreux dans notre pays. La voix des démunis, pas la voix forte de certains. Il faut que la voix des démunis soit entendue. Le temps est venu pour le règne du peuple, pas le règne des intérêts auxquels nous assistons à l'heure actuelle. May God bless our new president. May God bless our new president. Because I believe he was heavenly sent. Donald Trump président, c'est un scénario possible pour vous, Romain Huret? Je suis pas du tout à même, je pense, de répondre. Je suis pas prophète. Je ne sais pas. Peut-être. Les sondages, on voit depuis quelques semaines se réduisent. Donc oui, c'est une option tout à fait possible. Je rappellerai juste une chose en tant qu'historien. En 1980, personne ne prenait au sérieux Ronald Reagan. Jusqu'en septembre, tout le monde pensait que son programme relevait de l'économie vaudou, comme avait dit le père de George Bush. Et donc personne ne prenait au sérieux ce candidat qui aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands présidents du XXe siècle. Donc je ne sais pas du tout ce qui va advenir dans 2 mois, mais en tout cas je pense qu'il faut au moins le prendre au sérieux. Each and every one of you. Oh, you know that's what FDR would want us to do. Et le prendre au sérieux, c'est précisément l'enjeu de cette émission, Romain Huret, à laquelle je vous remercie d'avoir accepté de participer. C'est un pari qui est en fait très facile à relever quand on s'y intéresse de près. C'est que Donald Trump, montrer l'héritage intellectuel dans lequel s'inscrit Donald Trump, qui est celui notamment, commençons par ça, d'une histoire du populisme. On l'a entendu faire appel au peuple en disant « moi seul vais pouvoir être porte-parole de votre voix que personne n'entend ». C'est un ressort assez classique de ce qu'on appelle le populisme et c'est loin d'être le premier aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'est loin d'être le premier et une fois de plus, on est confronté, si on cherche à analyser le phénomène, à un individu qui a ses défauts, et il ne s'agit pas du tout de revenir là-dessus, son extravagance, ses dérapages, etc. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il a derrière lui quelque chose qu'on pourrait appeler le Trumpisme, que des individus le soutiennent. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est de réfléchir aux raisons qui conduisent des individus aux États-Unis à soutenir ce personnage, alors que jusque la fin du mois de juin, ils avaient une palette de d'autres candidats plus modérés. Le fils de George Bush père dont je parlais tout à l'heure était un candidat très modéré, avec des solutions modérées pour le Parti républicain. Et il y a eu un choix rationnel des acteurs, ils n'ont pas été manipulés, de choisir Trump avec ses extravagances, avec ses projets tout à fait délirants, le mur, avec le Mexique, etc. Et donc on est confronté à ces moments tout à fait étonnants de la vie politique américaine, où on voit des personnages complètement extravagants, qui parlent au nom du peuple, et souvent qui sont habités de contradictions très profondes. Mais je crois qu'il faut essayer de comprendre le phénomène sans adhérer à cela. Il ne s'agit pas d'adhérer au personnage ou de demander à voter pour lui, voire à l'aimer comme vous l'avez dit, mais plutôt de comprendre ce que Trump nous dit, le succès électoral jusqu'alors de Trump nous dit de l'Amérique d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un vrai défi à la fois pour comprendre les États-Unis, mais aussi pour comprendre le monde contemporain. Et je pense qu'en France, on n'est pas à l'abri de personnages identiques qui pourraient ou qui
peuvent déjà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui peuvent déjà animer notre vie politique. Ces populismes explosent partout dans le monde, et donc Trump doit être pris au sérieux, comme il faut prendre ces populismes-là, et surtout pas apporter l'explication simpliste à leur émergence et à leur succès. Alors allons-y, quelle définition proposez-vous du populisme ici? C'est extrêmement compliqué de définir, parce qu'il y a eu tellement de formes variées qui ont incarné ce populisme, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un nombre d'éléments qui définissent le populisme, et le premier qui revient sans cesse dans l'histoire des États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, c'est le rejet des élites. Et on voit bien que Trump, même si lui-même appartient aux élites américaines, rejette les élites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce discours s'imprègne, et ce discours explique son succès, puisque de tous les candidats républicains, c'est celui qui avait un discours le plus dur contre les élites, contre Washington, et qui a promis de faire de la politique autrement. Et là, on a une marque très forte du populisme aux États-Unis et ailleurs également. Mais je crois que si on devait vraiment définir ce qui caractérise ce populisme-là, c'est de promettre de changer les structures et de participer. C'est là où c'est tout le paradoxe du populisme, c'est qu'il participe à une vie électorale tout en promettant d'en changer les conditions mêmes, les structures mêmes. Mais c'est finalement la promesse que fait chaque candidat en campagne. On y assiste encore aujourd'hui en France, et pas seulement aux États-Unis. Tout candidat qui se présente va essayer de s'adresser à une partie du peuple qui semble être moins entendue que l'autre, et en promettant d'apporter le changement. Oui, mais je crois que ce qui différencie les populismes, c'est que les conditions mêmes de la vie politique, ce qui nous permet de vivre en société, l'état de droit, les corps intermédiaires, les institutions représentatives, sont la plupart du temps, et on a vu en France récemment des dérapages, mais en tout cas font partie d'un bagage commun démocratique. Là, dans le cas de ces populistes, ils rejettent souvent les corps intermédiaires, souvent les formes de la représentation, et ont le sentiment que des franges entières de la population ne sont pas représentées, alors qu'elles le sont, alors qu'il y a des mécanismes électoraux, des mécanismes politiques qui permettent la représentation. Trump ne cesse de répéter que la voix des sans-grades, des plus démunis n'est plus entendue, et c'est ce qui le rend, je crois, intéressant pour l'analyse intellectuelle. Et quand on parle du populisme, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte également une dimension qui serait, disons, plus psychologique? Vous avez qualifié de Trump d'extravagant, disant que c'est peut-être cela, après tout, qui attirait aussi une partie de l'électorat américain. L'extravagance fait partie du populisme. Je pense notamment à des personnages qui l'ont précédé, tels que McCarthy, qui en son temps faisait aussi preuve des mêmes exagérations ahurissantes et qui obtenait aussi une forme de plébiscite de la part des citoyens. C'est toute la difficulté, c'est une grille d'analyse possible. Vous pouvez véritablement analyser Trump ou McCarthy en termes strictement psychologiques, en insistant sur le malaise. Et les historiens, les sociologues qui ont travaillé, qui adoptent cette grille d'analyse, parlent de malaise, de problèmes de statut, d'insécurité culturelle. On en parle aussi en France aujourd'hui. C'est une possibilité. Je crois qu'elle n'est pas totalement à oublier ou à critiquer, même si moi j'y adhère pas totalement à cette idée que c'est simplement le déclassement des individus qui fait qu'ils se retrouvent dans ce personnage comme Trump ou Le Pen ou d'autres, mais elle est présente. Et il y a toute une tradition intellectuelle très forte qui explique ces explosions de populistes à l'aide d'arguments psychologiques. I think we should keep in mind when we refer to Democrats, when we refer to the administration, that there are definitely two groups of Democrats as of today. Number one, there are the millions of loyal Americans who have voted the Democrat ticket. Individuals who are just as loyal, who hate communism just as much, and love America just as much as the average Republican. That's one group. On the other hand, there is that small, closely knit group of administration Democrats who are now the complete prisoners and under the complete domination of the bureaucratic, communistic Frankenstein which they themselves have created. Ladies and gentlemen, they shouldn't be called that administration Democrat Party. To call them Democrats is an insult to the millions of loyal American Democrats. They shouldn't be called Democrats. They should be referred to properly as the Commie-Crat Party. La contestation des macartistes doit être en toute précision nommée pseudo-conservatrice. Et j'emprunte le terme à la personnalité autoritaire de Théodore Adorno et de ses collègues. Car ces partisans, quoiqu'ils se pensent eux-mêmes conservateurs et emploient la rhétorique du conservatisme, montrent les signes d'une insatisfaction sérieuse et persistante quant au mode de vie américain, aux traditions américaines et aux institutions.
Ils ont peu en commun avec l'esprit de tempérance et de compromis qui est le propre du véritable conservatisme au sens classique du terme, et le conservatisme dominant et pragmatique de l'époque, tel que l'incarne l'administration Eisenhower, est bien loin de les satisfaire. Leur réaction politique exprime plutôt une haine de notre société, de son fonctionnement, qui, si elle est en grande partie inconsciente, n'en est pas moins profonde. Une haine qu'on hésiterait à leur attribuer sans les preuves apportées, aussi bien par les techniques cliniques que par leur propre mode d'expression. Romain Huret, on a entendu la voix de McCarthy, c'était en 1950, qui parlait du groupe des démocrates en distinguant deux partis au sein de ce groupe des démocrates, dont disons, le groupe démocrate de l'administration, qui sont, dit-il, complètement prisonniers sous la domination complète du Frankenstein bureaucratique et communiste qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc une espèce de jargon, la référence à Frankenstein paraît complètement absurde, mais à l'avantage de susciter un effet chez quiconque l'entend. On voit un monstre, en fait, c'est à ça que ça sert. Et ensuite, j'ai lu un extrait d'un texte de Richard Hofstadter sur le style paranoïaque qui définit ce qu'est le macartisme en termes notamment psychologiques, on y reviendra, mais surtout il fait une distinction très intéressante qui nous est utile pour penser à la figure même de Trump, c'est que le populisme n'est pas forcément l'apanage du conservatisme. En l'occurrence, ce que McCarthy et Trump ont en commun, c'est de surfer sur une forme de rébellion, d'indignation, voire de haine, dit Hofstadter, de la société américaine telle qu'elle l'est aujourd'hui. Tout à fait. Politiquement, Hofstadter a raison. C'est-à-dire que ces mouvements peuvent puiser dans le mouvement conservateur, mais ils vont bien au-delà. Et on voit bien que Trump cherche à séduire aujourd'hui l'électorat de Bernie Sanders, donc le candidat le plus à gauche. Donc on voit bien que ce sont des mouvements qui, par leur dynamique anti-élite, veulent aussi repositionner la vie politique américaine. Mais au-delà de cela, ce que je trouve très intéressant à la fois dans l'extrait de McCarthy et dans le texte de Hofstadter, c'est qu'on est dans une modalité d'interprétation dont j'ai parlé, c'est la modalité psychologique. Et Hofstadter, quand il écrit ce texte-là dans les années 50, il est très influencé par les débats de la vie intellectuelle américaine et mondiale, qui cherchent à comprendre l'Holocauste, qui cherchent à comprendre le nazisme, et donc il baigne dans un monde d'universitaires qui vont mettre en avant des arguments psychologiques. On a parlé de personnalité autoritaire, donc l'école de Francfort, Adorno, etc., pour comprendre l'adhésion des masses au fascisme, au nazisme et au macartisme. Et il en fait une analyse intellectuelle, c'est l'histoire intellectuelle. Hofstadter n'est jamais allé dans les archives, n'a jamais cherché à comprendre ce mouvement par la base, par des archives, par des documents qui auraient pu permettre de penser le mouvement. Il en fait simplement une analyse intellectuelle et il utilise des catégories. Il est à New York, donc il discute beaucoup avec des psychologues, etc. Il va utiliser des catégories psychologiques pour comprendre le macartisme, pour comprendre Goldwater, le candidat conservateur 10 ans plus tard. Il utilisera les mêmes arguments psychologiques. Et pour lui, on a affaire à un problème de déclassement social pour des raisons ethniques. Ce sont les Allemands, par exemple, du Wisconsin, qui ont été très embêtés, très déclassés pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de leur double appartenance ethnique, et donc qui ont voulu, en quelque sorte, surréagir après la guerre en montrant leur loyauté à l'égard du gouvernement américain. Ou alors des petits blancs déclassés, cette figure mythique du petit blanc déclassé dans le sud ou ailleurs, qui adhèrent, parce qu'ils se sentent en insécurité culturelle et économique, qui vont adhérer à un mouvement comme le macartisme ou Goldwater. Le seul problème de cette analyse, c'est qu'elle est en partie fausse, et que des historiens... Fausse ou incomplète, ou insuffisante fausse, je pense. C'est-à-dire que les militants qui soutiennent Goldwater, par exemple, dans les années 60, sont pas des petits blancs déclassés. Ils peuvent être présents, mais la majorité des militants et des militantes appartiennent à des catégories, à des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, dotées d'un très très fort capital culturel et économique. Il y a eu une très belle étude par une historienne américaine qui a travaillé sur la Californie et le sud de la Californie, le comté d'Orange, qui est l'un des plus riches de Californie, donc l'un des plus riches du monde. Et tous ces médecins, ces avocats, ces agents immobiliers soutiennent Goldwater. Donc on ne peut pas parler de déclassement culturel, on ne peut pas parler de mise à l'écart par la modernisation, par la croissance, etc. Donc on a une analyse qui est
problématique. Voilà. Et ceci étant dit, le succès du livre de Hofstadter est très réel. Il a été traduit en France dans la très bonne... Ça s'appelle Le style paranoïaque, théorie du complot et droite radicale en Amérique, et c'est chez François Bourin, éditeur. Tout à fait, oui, la collection de Julia Charnay, la Washington Square, qui a traduit. Ça, c'est un texte très intéressant. Hein. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette grille d'analyse psychologique est très présente. Moi, je suis frappé dans les médias français ou américains de voir à quel point on parle d'insécurité pour parler des électeurs de Trump. On parle de problèmes psychologiques, de paranoïa pour parler de Trump lui-même. Il y a une députée américaine qui a réclamé une analyse clinique de Trump. Donc, ce vocabulaire clinique-là. Et une fois de plus, moi, je suis pas là pour critiquer très fortement, mettre aux oubliettes elle est possible. C'est une grille d'analyse possible. On peut comprendre Trump en termes cliniques. On peut, en termes d'insécurité, c'est une possibilité qui est bien réelle, mais je pense qu'elle doit être complétée par d'autres formes. Alors justement, par quoi doit-elle être complétée? Si on prend vraiment Trump au sérieux, est-ce qu'on ne peut pas dire vraiment sérieusement qu'il a, alors peut-être pas tout compris, mais qu'il a bien compris une chose de la vie politique américaine et qu'il sait surfer sur les ressorts de la démagogie au moment où il le faut, en appelant à ce qu'il appelle lui-même le petit peuple de manière implicite, pour gagner à une telle popularité? Vous avez tout à fait absolument raison. Je pense que le terme d'insécurité peut être utilisé, mais ma difficulté, c'est que le terme d'insécurité est toujours utilisé pour parler d'insécurité culturelle. C'est-à-dire qu'il y aurait un malaise des petits blancs qui explique leur malaise par rapport aux transformations ethniques des États-Unis, etc. On rappelle rarement, et c'est un moyen d'objectivité cette insécurité, qu'elle a des motivations économiques. Et la force de Trump, c'est d'avoir compris que l'un des enjeux du débat aujourd'hui, c'est de réfléchir aux effets de la mondialisation. Et Bernie Sanders l'a fait à sa manière, Trump le fait à sa manière, une fois de plus extravagante, etc. Mais néanmoins, ce qu'il pose aujourd'hui, c'est quels sont les effets de la mondialisation, quels sont les effets des politiques démocrates de dérégulation. Et on voit bien aujourd'hui que tous les indicateurs sociaux aux États-Unis sont dans le rouge. C'est-à-dire que le malaise, je vais utiliser cette catégorie que je n'aime pas, ce terme que je n'aime pas, mais néanmoins, le malaise, on peut l'objectiver. Juste pour prendre quelques chiffres, 43 millions d'Américains utilisent des coupons alimentaires. 43 millions, c'est les chiffres. Ils n'ont jamais été aussi élevés dans toute l'histoire des États-Unis. Et 15% des Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des sociologues, Christopher Nett et Isaac Martin, ont fait une étude sur les gens qui ont dû vendre leur maison à la suite de la crise de 2008. Ils chiffrent le nombre d'Américains qui ont quitté leur maison pour vivre dans des mobil-homes ou pour retourner dans leur famille à 12 millions de personnes en 2008. Donc il est évident que c'est des règlements sociaux très forts. Hein. Là, on parle de personnes, d'individus, de familles qui doivent abandonner leur maison, qui doivent aller soit chez leurs parents, soit vivre dans des mobil-homes. Donc on a des drames familiaux qui sont extrêmement forts. Trump pose la question. Je pense pas qu'il ait les moyens d'y répondre. Je pense pas qu'il ait des solutions pour y répondre. Je pense pas que ce soit peut-être la personne la mieux placée pour y répondre. Mais en tout cas, il ouvre le débat sur des politiques économiques aux États-Unis, des politiques sociales. Oui. Qui ont été mises en place il y a une trentaine d'années, même si lui-même, je le répète, je pense que lui-même est un pur produit de la mondialisation, un pur produit des élites économiques. Non, mais surtout, est-ce dû à son talent, son savoir-faire, la popularité qui lui revient aujourd'hui, ou est-ce que par le contexte économique que vous venez de décrire, il y a une demande justement particulière, une sensibilité de l'électorat américain à quiconque va s'intéresser à ce problème-là, parce que pour remonter dans l'histoire du populisme américain, on peut revenir dans les années 1890 avec l'apparition de ce qu'on appelait le People's Party. Donc c'était un mouvement populiste qui de même surfait sur un contexte économique extrêmement difficile pour la plupart des citoyens américains et qui a connu une grande popularité grâce à ça. Absolument, et la fin du XIXe, c'est ce qu'on appelle souvent la première mondialisation, hein. La modernisation qui se met en place est extrêmement difficile d'un point de vue quotidien, l'urbanisation, l'industrialisation, etc. et crée un rejet des élites aussi qui ont adopté ces politiques économiques et va amener les Américains à adopter des formes de régulation. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 30 ans, les formes de régulation d'un capitalisme débridé, d'un capitalisme extrêmement violent pour une majorité d'Américains ont été démantelées ou ont été amoindries. Et l'un des responsables, c'est Bill Clinton. Hein. On pourra peut-être en revenir. On va en parler tout à l'heure, mais l'un des responsables, c'est des maîtres d'œuvre de la dérégulation économique. Et on a souvent dit que sa dérégulation avait conduit à la crise économique de 2008. C'est Bill Clinton. Hein, donc on voit bien comment c'est une des raisons pour laquelle sans doute Trump a choisi ce thème-là. Mais je pense que simplement, il a vu, comme tout le monde,
il a été étonné par le succès de Bernie Sanders, candidat socialiste, donc dans la tradition du People's Party, et qui a mis l'accent sur les effets de la mondialisation, sur les effets de la dérégulation et sur les difficultés pour, bien évidemment, les Américains les moins fortunés, mais également les petites classes moyennes, pour accéder à l'université, pour accéder au logement, etc. Il y a un vrai débat, ça fait 20 ans que je travaille sur les États-Unis, le débat sur les inégalités n'a jamais été aussi fort aujourd'hui, et donc parler d'insécurité culturelle, pour revenir à l'analyse d'Hofstadter, c'est oublier qu'il y a aussi une insécurité économique, qu'il y a une insécurité quotidienne, c'est-à-dire comment vais-je payer pour que mon enfant aille à l'université, comment vais-je payer pour faire... Etc., etc. Le paradoxe étant que Trump est lui-même richissime. Une fois de plus, je pense qu'il faut distinguer Trump, le personnage, des thématiques qu'il est en train de mettre en avant, qui sont assez similaires à celles que Sanders a mis en avant, ce que je regrette le plus, c'est que l'extravagance du personnage rendra impossible le débat. C'est-à-dire que on n'aura pas ce débat-là, mais qui, à mon avis, est essentiel. Il faudrait débattre de mondialisation, il faudrait débattre d'accès à l'université, d'accès au logement, de dette, etc., etc. Et je crains que par sa folie, ses extravagances, le débat n'ait pas lieu, et je pense pas qu'Hillary Clinton elle-même ait des raisons d'ouvrir ce débat-là, parce que c'est remettre en cause la politique économique à laquelle elle-même a participé. Mais néanmoins, je pense que ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel débat, et je crains que l'analyse psychologique nous conduise à enfermer Trump dans sa boîte après sa défaite, en disant voilà, Hillary a gagné, alors que les questions qu'il pose sont des questions tout à fait importantes pour la démocratie. Alors si on tente de laisser de côté l'analyse psychologique un temps, de prendre au sérieux cette fois-ci l'exercice du candidat en tant que tel, du candidat Trump en l'occurrence, mais du candidat plus largement, on peut se tourner vers Max Weber qui, dans Le savant et le politique, juste avant de proposer la fameuse distinction entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, eh bien il dresse un portrait de l'homme politique qui serait, selon ces termes, vaniteux quant à sa puissance. C'est dans le politique comme métier et vocation. Et écoutez, quand on essaie de penser au personnage Trump, ou plutôt à la figure qu'il incarne, avec ce texte en tête, ça paraît extrêmement efficace. Il n'existe que deux sortes de péchés mortels en politique. Ne défendre aucune cause et n'avoir pas le sentiment de sa responsabilité. Deux choses qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité, ou en d'autres termes, le besoin de se mettre personnellement de la façon la plus apparente possible au premier plan, induit le plus fréquemment l'homme politique en tentation de commettre l'un ou l'autre de ses péchés, ou même les deux à la fois. D'autant plus que le démagogue est obligé de compter avec l'effet qu'il fait. C'est pourquoi il court toujours le danger de jouer le rôle d'un histrion, ou encore de prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences de ses actes, tout occupé qu'il est par l'impression qu'il peut faire sur les autres. D'un côté, le refus de se mettre au service d'une cause le conduit à rechercher l'apparence et l'éclat du pouvoir au lieu du pouvoir réel. De l'autre côté, l'absence du sens de la responsabilité le conduit à ne jouir que du pouvoir lui-même sans aucun but positif. En effet, bien que, ou plutôt parce que, la puissance est le moyen inévitable de la politique, et qu'en conséquence le désir du pouvoir est une de ses forces motrices, il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la manière d'un parvenu, ou encore Narcisse vaniteux de son pouvoir, bref, tout adorateur du pouvoir comme tel. Une pareille politique n'est jamais que le produit d'un esprit blasé, souverainement superficiel et médiocre, fermé à toute signification de l'activité humaine. Rien n'est d'ailleurs plus éloigné de la conscience du tragique, qu'on trouve dans toute action et tout particulièrement dans l'action politique, que cette mentalité. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h27. C'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée aux États-Unis vus par les philosophes et les intellectuels. Et pour l'occasion, pour sa dernière émission, j'ai le plaisir de recevoir en studio Romain Huret, qui est directeur du Centre d'études nord-américain et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui vient vous parler aujourd'hui de l'héritage intellectuel, mais oui, de Donald Trump. Alors on a entendu un texte de Max Weber juste avant la chanson, Romain Huret. On y entendait dans ce texte comme en filigrane le portrait de Donald Trump, ce qui semble penser, puisque voilà, il dit deux sortes de péchés mortels en politique, ne défendre aucune cause, n'avoir pas le sentiment de sa responsabilité. Finalement, Trump défend une cause, mais on peut s'interroger sur la conviction qui précède la défense de cette cause. Le portrait type
que brosse ici Weber d'un homme politique blasé et vaniteux semble inéluctable en démocratie. Finalement, Trump n'a rien d'exceptionnel. Il y a des populistes de ce type-là dans toutes les démocraties qui existent aujourd'hui. Oui, absolument, oui. Le texte de Max Weber est fascinant pour cela. On voit très bien en creux, pas un portrait de Trump, mais vous avez raison, au-delà de lui-même, un portrait de beaucoup d'hommes politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il défend pas une cause, il en défend beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a Trump, et c'est là-dessus qu'il joue aussi sur ce populisme. Et les populistes jouent sur la pluralité des modes d'action. Ce sont des hommes d'action. On voit bien que il y a un paradoxe à parler d'héritage intellectuel, puisque lui-même, je suis pas sûr qu'accepterait cette idée qu'il a un héritage intellectuel, puisqu'il se présente toujours comme un homme d'action. Et sa marque de fabrique, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est mais ça, pour le coup, il y a une histoire intellectuelle de la valorisation de l'action dans la pensée américaine. Lui-même et de la manière dont les meetings, les réunions électorales de Trump sont souvent très anti-intellectuelles, et ce qui fait sa force, nous dit-il, c'est précisément sa capacité à agir. C'est en cela, on voit bien les corps intermédiaires dont je parlais tout à l'heure disparaissent. Il dit que c'est lui-même qui va renégocier avec la Chine. Mais ça, aucun homme politique ne fera campagne sur la réflexion. C'est toujours l'action qu'on attend d'eux. Peut-être, mais ça s'est un peu dégradé à ce niveau-là. Il y a quand même eu des hommes politiques qui avaient un héritage intellectuel plus fort, plus revendiqué. Là, on assiste quand même à une efficacité qui ne se mesure qu'en termes d'action. Et Trump lui-même le dit, il ira à la table lui-même pour renégocier les traités avec la Chine, pour renégocier les grands traités de libre-échange, pour renégocier avec le président mexicain avec la construction du mur et le paiement du mur. Donc il y a une mise en avant très forte de la personnalité, du corps physique de Trump et de son expérience, non pas en tant que professionnel de la politique, mais en tant qu'homme d'affaires, etc., qui lui permet aujourd'hui de se présenter devant les Américains. Et on voit que ce discours séduit. C'est ce qu'il reproche à Clinton, d'ailleurs, à Hillary Clinton. Bien sûr, d'être une professionnelle de la politique, et donc de ne jamais avoir mis les mains dans la vie professionnelle, etc., Et donc, alors que lui-même se met en avant. Mais là, une fois de plus, on a une rhétorique très ancienne de toutes les formes de populisme, opposant les hommes d'action à des hommes qui... je me souviens plus de la citation d'Alain sur... les hommes qui savent pas qu'ils ont des mains. Je m'excuse pour vos auditeurs on vérifiera et on mettra ça en ligne sur le site des chemins. Mais la question que pose ce texte également, c'est celle de la différence, la distinction entre le populisme d'une part et la démagogie de l'autre. Puisque finalement, si tout populiste est démagogue, on peut être démagogue sans forcément être populiste. Absolument, tout à fait. Et même, j'ai le sentiment qu'il y a, alors il faudrait s'entendre sur les termes, bien évidemment, mais Trump n'est pas un démagogue au sens que Weber parlait de séduction. On voit bien qu'il tape fort, qu'il tape de manière souvent inconséquente, qu'on lui reproche de ses propos contre les Mexicains, ses propos contre les Afro-Américains, contre les femmes. Et donc s'il avait une logique stricte de séduction, il aurait modéré ses propos. Et là, il a quand même tapé extrêmement fort sur une frange très importante de l'électorat, avec les conséquences électorales qui seront sans doute importantes en novembre. Mais on voit bien que dans cette revendication d'action et dans cette envie de séduire une frange très spécifique de l'électorat et de mettre en débat leurs inquiétudes, il appartient totalement à cette tradition populiste aux États-Unis. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Quand le Mexique nous envoie des migrants, il ne nous envoie pas les meilleurs. Il ne nous envoie pas vous ou vous. Il nous envoie des gens avec des problèmes. Des gens qui emmènent leurs problèmes avec eux. Ils amènent de la drogue. Ils amènent le crime. Ce sont des violeurs. Tous ces particuliers qui se font payer, ceux que ces gens-là appellent justement sophistes et qu'ils regardent comme des rivaux dans le domaine des arts, n'enseignent pas d'autre doctrine que celle-là même qu'adopte la population lorsqu'elle se réunit en assemblée. Et c'est à cela qu'ils donnent le nom de sagesse. Il ressemble en cela à quelqu'un qui, dans le but de nourrir un animal grand et fort, s'instruirait d'abord de ses instincts et de ses appétits, de la manière de l'approcher, de le toucher, des moments où il est de contact difficile et où il est plus doux, et des raisons qui le rendent ainsi,
des sons de voix qui dans telle circonstance le font pousser tel ou tel cri, et des sons qui l'adoucissent ou l'irritent. Après avoir appris tout cela, après avoir partagé l'existence de l'animal et consacré beaucoup de temps à l'observer, notre homme donne le nom de sagesse à son expérience et il la systématise pour en faire un art et se met à l'enseigner sans connaître véritablement, dans ses doctrines comme dans ses comportements instinctifs, ce qui est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste. Il utilise tous ces termes selon les opinions du gros animal. Il appelle bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui l'irritent, incapable par ailleurs de donner quelques fondements de raison à tous ses jugements, et il va jusqu'à appeler justes et belles des choses qui sont nécessaires, n'ayant jamais pris en considération la différence fondamentale qui sépare la nature de ce qui est bon et celle de ce qui est nécessaire, pas plus qu'il n'est en mesure de la faire voir à quelqu'un d'autre. Le portrait que propose Platon, puisque c'est de lui qu'il s'agit disons, du sophiste dans le chapitre 6 de la République, est cocasse à plusieurs titres, déjà parce qu'il compare le peuple à une forme d'animal, ou disons l'interlocuteur du sophiste à une forme d'animal donc il s'agirait d'apprivoiser pour savoir comment lui parler. On peut très bien reporter la comparaison entre un candidat à une élection américaine ou française et le peuple auquel il s'adresse, mais aussi on peut retourner la métaphore de l'animal. Ici, c'est difficile de ne pas penser à Trump puisque c'est le sujet de l'émission, hein, ce gros animal qu'il s'agirait de dompter pour savoir comment lui parler. Hillary Clinton devrait sans doute lire ce texte d'ailleurs pour savoir comment s'y prendre. Et finalement, voilà, pour en venir à cette notion de démagogie nécessaire dans l'exercice démocratique, comment finalement s'opère le glissement entre cette démagogie que Platon appelle sophiste et qu'on entend, il suffit d'allumer la radio ou d'allumer la télé pour entendre les candidats et l'utilisation qu'ils en font. Comment passons cette démagogie, encore une fois, au populisme, puisqu'on a pris soin de les distinguer. Chez Le Pen, dont on a entendu la voix juste avant, et chez Trump, c'est bien différent. Et pourtant, tous les deux ont une utilisation populiste de la rhétorique démagogique. Romain Huret. Je pense que le moment où le populisme se met en place, c'est lorsqu'une simple démagogie, un simple discours démagogique séduit ou intéresse peu de monde. Parce que démagogie, c'est-à-dire conduire le peuple. Conduire le peuple, savoir comment conduire le peuple. C'est-à-dire que ça reste anecdotique en quelque sorte. Et ce qui est fascinant, c'est que la comparaison que vous avez faite avec Le Pen et ce discours-là, Le Pen pendant des années n'a pas été pris au sérieux si on compare. Alors la vie là, politique. il est à l'inverse de Trump. Lui, il se dit j'étais pauvre aussi, j'étais mineur quand Trump est richissime. Et richissime, mais il y a peut-être la même logique. Dans la même logique, c'est-à-dire la logique est similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ces formes de discours démagogiques, tout d'un coup, entrent en accord ou trouvent un point d'équilibre avec les mondes sociaux. Des individus se reconnaissent. Qu'est-ce qui explique la bascule? Qu'est-ce qui explique que Le Pen, qui était un trublion de la vie politique dans les années 70, qui mettait l'accent sur des thèmes qui étaient négligés par la plupart des partis, aujourd'hui, son héritage intellectuel, c'est un des premiers, le premier, deuxième ou troisième parti de France. Même chose pour Trump, c'est-à-dire que ce candidat complètement que personne ne prenait au sérieux il y a 1 an et demi, tout le monde disait que il ne passera jamais les primaires, etc. Tout d'un coup, on a vu ces propos qu'on a entendu, qu'on entend souvent, c'était pas le seul à dire ces propos-là. Tout d'un coup, il y a un point d'équilibre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce point d'équilibre. Comment on arrive là et comment est-ce qu'on peut essayer d'objectiver ce point d'équilibre et ne pas en faire quelque chose qui relève de la psychologie ou qui va disparaître. Parce que un des arguments aussi sur les populismes, c'est d'annoncer leur disparition. On l'a fait avec Le Pen, et on le fait sans cesse avec Le Pen, et enfin le mouvement, le pénisme. On dit ça va disparaître, ça va s'effacer. Hofstadter dit la même chose dans les années 50 quand il parle de ces populismes. Il dit à la fin l'éducation, la démocratisation de l'enseignement supérieur, etc. Tout ça va renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Ces explosions de violence, cette insécurité-là, il faut éduquer, il faut développer l'enseignement, ce qui s'est très largement fait aux États-Unis ou en France. Et donc on se heurte sans cesse à ces objets non identifiés, hein, qui, moi je pense, doivent être vraiment analysés avec lucidité, avec pondération, pour essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, aussi bien pour le mouvement de Jean-Marie Le Pen ou pour Trump.
Et jusqu'où tient cette comparaison d'ailleurs, parce que Le Pen en France est considérée, enfin maintenant c'est Marine Le Pen, la fille qui est qu'on associe à un courant extrême. Trump, lui, il est candidat républicain. Il est candidat républicain parce qu'il a réussi une OPA sur le parti républicain. Je ne sais pas si Marine Le Pen arrivera à faire la même chose, c'est-à-dire à prendre un parti plus centriste. Je sais pas, une fois de plus, je suis pas prophète. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on écoute Marine Le Pen et qu'on écoute Donald Trump, les thématiques utilisées sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est promettre le retour de l'État protecteur, l'État qui va négocier avec les Chinois, qui va mettre un mur, etc., etc. Alors, on est dans des propositions démagogiques, mais néanmoins, une fois de plus, on sent bien que ces formes-là de régulation séduisent et que peut-être, on aura peut-être le temps d'en parler, mais ça renvoie aussi aux lacunes de la gauche politique. Voilà, justement, c'est là où il faut en venir. D'Hillary Clinton ou de la gauche française. Quelle lacune alors? Quelle lacune invite ces candidats à aller si loin? Que ces gens qui se sentent en insécurité à cause de la mondialisation ne se reconnaissent plus dans des partis de gauche et vont voter pour Marine Le Pen ou pour Trump nous dit beaucoup de choses sur l'adhésion d'une gauche de gouvernement au libre-échange, à la mondialisation, etc., etc. On a de plus en plus en France le Parti socialiste ou le Parti démocrate aller vers le centre et oublier son héritage ouvrier. Et on a de moins en moins, on parle les 5 années du mandat de Hollande, on a davantage parlé de la City, de bourse que des effets de la mondialisation, d'insécurité économique. Et donc je pense ces trublions agissent très très fortement sur les lacunes, sur les difficultés structurelles de nos pays et surtout les ravages de la mondialisation, pas auprès de tout le monde. Il y avait une étude qui montrait que les gens qui bénéficient le plus de la mondialisation votent Hillary Clinton. C'est-à-dire que ce libre-échange, cette mondialisation bénéficie à une grande partie des Américains et ces Américains se reconnaissent dans Hillary Clinton et dans les 20 ans de politique menée par les démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc on voit Trump, une fois de plus, agir là-dessus et montre qu'il y a eu des oubliés de cette mondialisation. Et que ceux-ci sont allés soit du côté de Sanders, qui a promis... je prends toujours un exemple, c'est la question de la gratuité des frais de scolarité pour l'enseignement supérieur dans les universités publiques aux États-Unis, qui était une promesse de Sanders. Et là, la promesse était extrêmement populaire, puisque c'est un vrai casse-tête quotidien pour des millions d'Américains, le paiement de l'université pour leurs enfants. Et là, Sanders avait une mesure très simple en disant c'est une université publique, et donc il faut la gratuité des frais de scolarité pour les enfants ici le milieu défavorisé. Jamais, au grand jamais, je n'ai entendu un candidat admettre qu'il ait reçu des sommes faramineuses du secteur du pétrole, du charbon, de Wall Street ou de l'industrie de la défense. Tous disent « Je ne vais pas me laisser influencer par ces financements. Je serai indépendant. » Mais pourquoi alors est-ce que tous ces gens que j'ai cités payent-ils des millions aux campagnes des candidats? Eh bien, c'est parce qu'ils attendent un renvoi d'ascenseur. Tout le monde le sait. Voilà, c'est la voix de Sanders, justement, lors d'un débat contre Hillary Clinton, où il souligne l'influence des donations des lobbies sur la vie politique américaine. Finalement, Hillary Clinton est dans une position assez troublante pour elle-même, puisqu'elle, à la fois, elle s'est distinguée de Sanders pour gagner les primaires, et de l'autre, elle doit quand même aller, elle doit quand même se rallier à une partie de la gauche pour proposer une espèce d'alternative vraiment viable face à Trump. Et dans cette opposition, ce qui est surprenant, c'est que finalement, tout le parti que représentait avant quelqu'un comme Ted Baker n'est plus représenté. Justement, la droite qui est vraiment conservatrice pour le coup, qui n'est pas dans la provocation de Trump. C'est que finalement, les deux candidats ne sont pas vraiment représentatifs des précédents partis démocrates et républicains. L'idée qu'on s'en faisait avant, en tout cas. Absolument, il y a des reconfigurations intéressantes, puisqu'une partie de l'aile conservatrice religieuse notamment a du mal avec Trump, qui est pas un modèle de vertu, qui se couche pas à 9h du soir comme George Bush fils, donc il a une vie un peu dissolue, donc il a beaucoup de conservateurs traditionnels et cette droite religieuse ont eu du mal à se reconnaître dans le personnage. Même chose pour Hillary Clinton, on voit bien que le nombre très important, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une surprise qui s'est passée autour de Bernie Sanders. Ça dit quelque chose aussi de très très fort. Comme Trump dit quelque chose, on aurait pu faire aussi une émission sur Bernie Sanders. Qu'est-ce que Bernie Sanders nous dit? Il dit qu'il y a des jeunes, notamment, ce qui est rassurant, qui entrent en politique et qui ont envie de revenir à des dirigeants qui font de la politique, qui vont contre les intérêts, qui vont contre les lobbies et qui vont
permettre à ces millions d'Américains qui rencontrent des difficultés quotidiennes très très importantes de pouvoir prétendre au rêve américain, de pouvoir à un logement, à l'université, etc. Comme les générations précédentes. Le succès incroyable du livre de mon collègue de l'EHESS, Thomas Piketty, aux États-Unis, qui a été un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires, montre bien que cette question de l'inégalité devient un vrai débat, alors que dans les années 80-90, on parlait très très peu d'inégalité. Là, il y a un vrai débat. C'est-à-dire, Sanders a été écarté. Qui a finalement été écarté parce que les logiques de parti sont ainsi faites, les logiques électorales. Il a beaucoup critiqué le système aussi de nomination. On a des structures. Les structures sont souvent plus lentes que les mouvements sociaux. Donc l'enjeu, sans doute, pour un candidat issu de la gauche, ce sera de prendre le parti comme certains l'ont fait à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce débat-là sur les inégalités est réel, et une fois de plus, j'ai envie, je souhaite que les débats télévisés portent là-dessus, portent sur la question des inégalités, portent sur la question des effets de la mondialisation et des moyens d'y remédier. Je souhaite qu'Hillary Clinton, elle a commencé, elle a un peu gauchi son discours, apporte elle-même des solutions en puisant dans un héritage intellectuel, politique de la gauche américaine. Mais je crains que pour des raisons électorales, il faut qu'elle apparaisse comme crédible, comme centriste, ça soit pas... C'est que finalement la configuration est tellement inédite que les débats de fond qui constituent le lot commun d'une campagne, quel que soit le pays, en démocratie en tout cas, sont noyés sous la recherche stratégique de positionnement en réalité. Exactement. Et je pense que le caractère fantasque de Trump va encore plus empêcher la tenue de vrais débats. Mais c'est dommage, parce que je pense qu'un débat sur, une fois de plus, je le répète, sur la mondialisation, sur ses effets, permettrait sans doute de mieux réfléchir à la situation et d'apporter une réponse, sans doute une réponse politique à ces formes d'insécurité que manifestent Trump et le Trumpisme. Merci beaucoup Romain Huret d'être venu nous parler du Trumpisme aujourd'hui. Merci à vous. Plus que de Donald Trump. Alors il y a un auteur que vous nous aviez conseillé, dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, c'est Charles Wright Mills, qui a écrit un ouvrage en 1956 intitulé L'élite au pouvoir. Peut-être vous pouvez dire en 2 mots à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour comprendre le Trumpisme. C'est un ouvrage qui a été traduit en 1956, mais qui a été traduit récemment, je crois, il y a 3-4 ans en France. J'invite vos auditeurs à le lire. C'est un sociologue qui a essayé de réfléchir à l'élite du pouvoir et à la manière dont une petite élite, un petit nombre de personnes dirigeait le pays, au-delà des formes traditionnelles de la représentation. C'est un livre passionnant et qui explique pourquoi les 2 candidats appartiennent à l'élite du pouvoir économique et politique. Et donc nécessaire pour aussi comprendre les fondements populistes de Donald Trump. Absolument. De vous, on peut lire en anglais American Tax Resisters, qu'on trouve au Harvard University Press, et en français La fin de la pauvreté, les experts sociaux et la guerre contre la pauvreté aux États-Unis, ainsi que Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres.